Hi, everybody. I'd like to welcome you to this special webinar by the International Academy for Clinical Hematology. As you have noticed, since the beginning of this terrible pandemic of COVID-19, the International Academy for Clinical Hematology has been organizing a series of very special webinars trying to help the colleagues and patient and family members, caregivers, healthcare professionals everywhere. In the last few weeks, we have dealt with topics related to the management of hematologic diseases, management of stem cell transplant donors, procedures, therapeutic aspects. We also had a very nice webinar last week about one of our colleagues being faced with COVID-19 herself. And that was really very moving webinar and sharing feelings and experience. For this week's webinar, we thought to speak about the psychological aspects, because we believe that this pandemic is having a lot of serious psychological impact, not only on our patient, but also on the healthcare professionals, but also the families, the caregivers, and almost everybody around us. And to discuss the psychological impact and perspective of during this pandemic, I'm very pleased and honored hosting Mrs. Yolande Arnaud from the Cancer Institute in Marseille, the Institut Paoli-Calmette. She is a clinical psychologist, and she has a very long and strong, well-established experience in dealing with the impact of cancer on the psychology of patients, but also the long-term consequences of in patients who were treated and cured of their malignancies. I met with Yolande more than 20 years ago, and I have been always impressed by her input and her deep knowledge and very fine understanding of the psychological impact in our hematology patients. When I proposed this to her, she said that she will definitely do it in French because she believes that speaking about psychology in a different language than your mother tongue may be less impactful. So this is really great news, and as you know, the ISCH is also dedicated to having a very wide audience. So Yolande, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce webinaire de l'Académie internationale d'hématologie clinique, l'IACH. Merci à toi. Merci à toi. Et donc, j'ai structuré un peu cette discussion ensemble ce soir autour en réalité de trois questions principales. Avant de parler de l'impact de cette épidémie ou pandémie chez nos malades, chez leurs familles, chez le personnel, j'aimerais bien que tu nous parles un peu
de l'impact général que tu as observé en termes de mobilisation, de préparation. Beaucoup de personnes ont cité qu'on est en état de guerre. D'autres ont dit que c'est plus une épreuve d'humanité. Je pense personnellement que c'est un mélange de beaucoup de choses. Quelle est ton opinion, quelle est ton observation aujourd'hui avec quelques semaines de recul sur cette épidémie? Alors, tout d'abord, merci de m'accueillir dans cette session. J'en suis très, très honorée. Et peut-être ce qu'on peut, en tous les cas, ce que je peux dire là, maintenant, tout de suite, un peu à chaud, c'est que il nous faut, je crois, rester humble par rapport à tout ce qui se passe autour de nous, face à ce tsunami vis-à-vis duquel on n'était absolument pas préparés, ni les uns ni les autres, personne. On navigue à vue, chaque jour il y a des informations différentes, nouvelles, des prolongations du confinement, etc., etc., jour après jour, semaine après semaine, ce qui crée vraiment une atmosphère d'incertitude qui est génératrice forcément d'anxiété, voire d'angoisse chez nombre d'entre nous, que nous soyons soignants, enfin, personnes lambda, malades, accompagnants. Donc c'est très très difficile. Il y a un véritable défi à relever effectivement autour de cette pandémie et de cette situation dans laquelle nous sommes plongés. Un véritable défi parce qu'il faut à la fois que l'on prenne toutes les mesures de protection, et ça tout le monde le sait, avec le confinement, les gestes barrières, etc., etc., les modifications dans les modalités de prise en charge de nos patients dans les hôpitaux, mais également tout cet aspect, effectivement, tu disais on est en guerre, oui, on est en guerre, mais il ne faut pas oublier non plus tous les aspects humains, tout simplement humains, avant de dire psychologiques, que cette crise sanitaire-là provoque chez les uns et chez les autres. Donc c'est vraiment un vrai challenge que de faire en sorte que l'on puisse sortir de cette crise à peu près indemne, parce que je pense que des gens vont être vraiment impactés par ça, même dans l'après. À la fois se protéger, respecter les gestes barrières, tout ce qu'on nous impose, de confinement, de renoncement dans nos modes de vie aussi, de surplus de travail dans les hôpitaux pour les soignants, et à la fois rester attentif à l'aspect simplement humain des relations qui se font par Internet, par toutes ces applications, heureusement, qui existent de nos jours. J'ose même pas imaginer ce qu'aurait été cette pandémie, je sais pas, il y a 30 ans ou 40 ans, quand tout ça n'existait pas. Donc c'est un véritable défi qui nous est lancé, en fait, par rapport à tout ça. Et donc, quand on en a discuté un peu par téléphone, puisque naturellement, du fait du confinement, on ne peut qu'échanger par téléphone, Internet, C'est ça. tu as beaucoup utilisé les termes de nouvelles pratiques, de préparation. Tu viens d'évoquer la problématique de choses totalement nouvelles à découvrir. Je vais peut-être utiliser des termes forts. Est-ce qu'on est au stade déjà où il faut faire le deuil de notre mode de vie passé, où on n'en est pas encore là? Alors, je pense qu'on devra faire le deuil d'une partie de nos modalités, de nos vies passées. Ça, c'est certain. Je pense qu'on va devoir apprendre, créer de nouvelles pratiques, de nouveaux modes de relation, de mise en relation. À l'hôpital, par exemple, les téléconsultations se multiplient forcément, puisqu'on évite que les personnes viennent à l'hôpital. Je crois que ça, c'est des pratiques qui vont rester. Mais alors, ma question, tu évoques la téléconsultation. Effectivement, aujourd'hui, on réalise qu'on peut faire plus de 80 ou 90% de nos consultations par téléconsultation. Il n'y a pas besoin de faire déplacer les malades. Et à ton avis, en tout cas sur un plan purement technique et médical,
à ton avis, c'est une bonne ou une mauvaise évolution? Les deux, mon capitaine, j'ai envie de dire. Une bonne évolution parce que ça peut permettre, je ne sais pas, une rapidité, voilà, des échanges et des décisions, mais à la fois moins bonne parce que les patients, nos patients que l'on rencontre, ont besoin d'être en contact direct avec les médecins qu'ils pensent être très souvent leurs médecins référents. Et de la téléconsultation, d'une certaine façon, si ça a une rapidité, effectivement, une certaine efficacité, c'est aussi une sorte de déshumanisation des relations. Et ça, je crois qu'il faut vraiment se garder de cet aspect-là des choses. Je pense que ça serait extrêmement dommageable qu'on s'engouffre de façon massive dans, par exemple, la téléconsultation, puisqu'on en parle. Les patients ont vraiment, encore une fois, vraiment besoin d'une vraie relation avec leur médecin. Alors, je sais bien que la Alors, relation, elle est chronophage, hein, je sais ça. Hein, je sais qu'un médecin ne peut pas passer une heure entière avec un patient, etc., etc. Mais il a quand même besoin de vraies relations. Et, parce que c'est, alors, dis-moi, non, non, pardon. parce que pour lui, c'est un appui, un repère, une assurance, une réassurance dont les patients que l'on suit, nous, dans nos services d'oncohématologie, qui sont extrêmement fragilisés déjà de par leur maladie, de par le confinement qu'ils connaissent déjà, hein, d'ailleurs. Alors, imaginez que on ne puisse faire que, mais je ne pense pas que ce soit le but, que des téléconsultations serait vraiment dommageable, effectivement. Alors, on a déjà commencé donc à parler des malades, des familles, de l'impact. J'imagine que depuis plusieurs semaines, de nombreux malades, leur entourage, leur famille, mais aussi, j'imagine, des soignants, des infirmiers, des aides-soignants, d'autres, je dirais, membres du personnel de l'hôpital à tous les niveaux, parce que c'est une chaîne euh, extrêmement robuste dont on a besoin pour assurer la continuité des soins selon les règles de l'art. Donc, ces malades ou ces personnes qui te sollicitent, qu'ils soient professionnels ou familles ou patients, qu'est-ce qu'ils te disent? Quelles sont les questions qu'ils te posent? C'est quoi les termes, les phrases qui reviennent souvent? Alors, ce qui est certain, vu l'amoncellement, le flot d'informations, parce que hein, on a tous cette surinformation autour du Covid. Hein. On allume les radios, on parle du Covid, on allume la télé, on parle du Covid. Nous-mêmes, entre nous, nous parlons du Covid. Dans les familles, sur les lieux d'exercice professionnel, tout le monde parle du Covid. Donc, on est vraiment submergé par ce Covid, hein, cette crise sanitaire. Et donc, les patients, évidemment, en parlent. Hein. Beaucoup de patients me disent, moi, j'ai arrêté de regarder les informations, ça m'angoisse. Et du coup, ce qui les angoisse quand ils sont hospitalisés, c'est la perspective de la sortie, par exemple. Tu sais, déjà, quand on annonce une sortie à un patient qui est resté des semaines hospitalisé après sa greffe ou après une induction de leucémie, tout d'un coup, de se retrouver comme ça chez lui, les patients ont parfois un sentiment de crainte, de peur, voire d'abandon. Et alors là, encore plus. Et ça, c'est amplifié par le Covid. Si je sors, est-ce que je vais me faire contaminer? Est-ce que je risque d'aller en réanimation? Moi, je veux rester. J'ai une patiente qui m'a dit, moi, je veux rester dans l'unité ici. On s'occupe de moi. Il y a une équipe 24 heures sur 24 autour de moi à la maison. Qu'est-ce que je vais devenir? Et alors là, c'est tout un travail à faire avec eux pour essayer de les apaiser dans leurs angoisses, évidemment, hein, et aussi de les ramener à une certaine réalité qui fait que un patient, à un moment donné, s'il peut sortir, et c'est une chose plutôt positive, il doit sortir des unités. Il ne doit pas rester confiné dans les unités alors qu'on lui donne l'occasion et la perspective de rentrer à la maison. Ça, Alors c'est des là, choses qu'on entend effectivement, beaucoup. je confirme et on partage la même expérience. On a vu effectivement des malades réticents qui se disent Et oui, finalement, je suis comme dans un cocon à l'hôpital, dans l'unité protégée.
Mais on a aussi le cas de figure, je ne sais pas si tu l'as eu, aujourd'hui même, j'ai eu un appel téléphonique d'un malade qui en fait poliment s'excusait parce qu'il ne veut pas rentrer pour sa consolidation de leucémie aiguë, parce qu'il m'explique de manière rationnelle, on va dire, que bon, c'est de la chimiothérapie lourde, que ça va faire baisser son système immunitaire et que peut-être on pourrait se donner un peu de temps avant de lancer cette chimiothérapie lourde. Et c'est vrai que j'étais un peu gêné parce que taillé par l'idée que il peut y avoir une perte de chance si vous ne faites pas la chimiothérapie d'une leucémie aiguë dans les délais, mais en même temps, son explication, sa peur était très rationnelle et était justifiée parce que ce sont des malades effectivement à risque important de Covid-19. C'est vrai que c'est légitime, hein, mais c'est ce qu'on remarque nous aussi là dans notre institut, c'est que nombre de patients ne viennent plus à leur rendez-vous. Il y a des rendez-vous de scanner qui sont annulés, des rendez-vous même d'hospitalisation, enfin de séances d'hôpital de jour annulés parce que les patients ont peur de venir à l'hôpital. Parce qu'on leur dit aussi depuis toujours, l'hôpital c'est aussi le lieu des infections. Protégez-vous quand vous venez à l'hôpital, mettez le masque, etc. Toutes choses que eux ils font de façon régulière et habituelle dans le cadre de leur pathologie et qui nous est imposée. Et du coup, beaucoup de patients effectivement hésitent à maintenir la continuité des soins. Et ça, c'est un danger. Je pense qu'il faut qu'on communique beaucoup plus là-dessus. Et d'ailleurs, on commence à l'entendre hein, un peu partout. C'est-à-dire qu'au départ, tout a été axé sur le Covid, la nécessité du confinement, la nécessité des distances, etc., etc. Du coup, les patients se sont repliés chez eux et n'en sont plus sortis, ce qui peut être vraiment très dommageable pour les patients. Parce que je pense quand on a une leucémie aiguë et qu'on doit avoir une induction, il faut venir à l'hôpital. C'est pas à la maison que ça va se régler cette affaire-là. Donc c'est très grave. Alors justement, le malade dont je parlais, si je t'avais passé le téléphone, tu lui aurais dit quoi pour le convaincre dans un sens ou dans un autre, hein? Moi, je lui aurais dit que évidemment, je comprends son angoisse. Évidemment que dans la situation actuelle, ce sont des pensées et des façons de penser qui sont légitimes, mais qu'il faut aussi savoir où sont les priorités. C'est très important de calmer l'angoisse, mais aussi de ramener les patients, les accompagnants aussi d'ailleurs, dans la réalité des choses. C'est-à-dire calmer l'angoisse d'un patient, c'est pas aller forcément dans son sens. C'est aussi un peu, j'ai envie de dire, enfin moi je suis un peu comme ça, hein, le réveiller, enfin lui dire mais attention, enfin votre vie est en jeu et dans la balance bénéfice-risque qui est-ce que je dois venir à l'hôpital ou est-ce que je dois rester chez moi, il faut vraiment réfléchir et ça c'est quelque chose vraiment à faire passer aux patients. Moi c'est ce que j'aurais dit. Parce que je suis encore une fois un peu directe, hein, mais je pense que parfois c'est important d'être direct avec les patients. Mais je crois que c'est une philosophie importante parce que sur un plan purement, moi je ne suis pas psychologue, mais sur un raisonnement purement médical, pour moi il ne faut pas que la peur du Covid-19 ait des dommages terribles et délétères sur l'histoire naturelle de la maladie hématologique en termes de rechute, de récidive et ainsi de suite. Alors, ça, c'est les malades, mais j'imagine que les soignants aient pu te solliciter aussi. Oui. Qu'est-ce qu'ils disent ou qu'est-ce qu'ils pensent? Moi, je ne te cache pas, par exemple, j'ai régulièrement des soignants que je croise dans les couloirs du service et la plus grande peur qu'ils ont, c'est en fait de ramener le virus à la maison, à leur famille, à leurs enfants. Exactement. Exactement. Qu'est-ce qu'ils te disent, toi?
La même chose. Les soignants, ils sont d'abord, enfin moi je veux vraiment les saluer. Hein, c'est des équipes absolument merveilleuses, tous, hein, tous, quelle que soit leur place, leur fonction, ils sont là, ils assurent, ils sont en permanence dans les services, ils se relaient, ils s'entraident. Hein. Quand un est un peu fatigué, ben l'autre prend la relève. Enfin, c'est vraiment, il y a une solidarité. Absolument incroyable, hein, de la part des soignants entre eux et des équipes. Alors Il y a eu là-dessus, plusieurs phases. je suis totalement d'accord avec toi et je souhaite le souligner aussi, c'est que c'est vrai que en français, on a cette sémantique où on parle de soignant et spontanément, le réflexe, c'est de dire soignant, c'est en gros l'infirmière, le docteur, l'aide-soignante. Mais moi, dans mon esprit, et j'espère que tu partages ça, pour moi, un soignant, c'est en réalité tous les acteurs de l'hôpital. Ça Exactement. inclut la secrétaire, ça inclut l'administratif qui assure la continuité, je dirais, du fonctionnement. Ça inclut le gardien à l'entrée de l'hôpital qui joue un rôle remarquable dans la régulation des entrées, des sorties. Ça Exactement. inclut le personnel du ménage, la logistique, les gens qui sont à la cantine, qui assurent les repas pour le personnel, les gens qui sont à la crèche, qui gardent les enfants de ceux qui soignent. Tout à On fait. est d'accord, hein, c'est précis Complètement. le mot. Complètement. Ça inclut vraiment Ça tout inclut tout le monde, les agents techniques, tout le monde, tout le monde. Mais c'est sûr que et toutes ces personnes que tu as citées sont effectivement en première ligne, hein, et ils sont sursollicités, hein, dans cette période très particulière de cette pandémie. Hein. Ils continuent d'assurer leur mission vaillamment, je trouve, vraiment, avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage, dans des conditions qui peuvent être parfois, on l'a vu, hein, pas dans nos centres à nous, hein, mais dans des conditions. Moi, j'ai vu à la télé, ça m'a absolument ébahi, hein, ces hôpitaux de campagne montés à la hâte, ces services de réanimation qui débordent de patients, enfin, etc., etc. Ils travaillent aussi dans des conditions qui sont particulières. Alors, dans nos services d'oncohématologie et de greffe allogénique, on était déjà très préparés à porter les masques, les surblouses, mais là, c'est encore plus. Même si on est préparé à ça, enfin, pas préparé à la pandémie, hein, mais préparé à la protection des malades quant aux infections, là, ça prend vraiment une allure de service bunkérisé. C'est vraiment du fait aussi de l'interdiction des familles de venir dans les services. Il n'y a plus de familles dans les services maintenant. Il n'y a que les soignants, que nous, que l'on soit hein, infirmière, aide-soignant, médecin, interne. Euh, et on multiplie encore plus les gestes barrières, encore plus qu'avant. Euh, et c'est 1000 fois répété dans une journée. Et en même temps, on a continué, enfin les médecins, les infirmières ont à continuer, les aides-soignantes, de prodiguer des soins, mais aussi de prendre en charge d'une certaine façon les patients au niveau de leur morale psychologique, soutenir leur morale alors qu'ils sont coupés de leurs proches, euh, être là pour accueillir, contenir les angoisses qui se multiplient, hein, forcément, l'anxiété des patients. Donc, ils sont vraiment encore plus sollicités, sursollicités. Et moi, j'ai envie d'ajouter pour les soignants, évidemment que c'est très beau, cette mobilisation à 20 heures tous les soirs qui remercie non seulement les soignants, mais heureusement maintenant les agents des communes hein, qui s'occupent de faire marcher une communauté ou une ville, les caissières de supermarchés, etc., enfin les commerçants qui continuent de nous approvisionner, c'est très bien. Euh, tous ces gens-là sont des héros, certes, mais être un héros, j'ai envie de dire, c'est aussi très lourd à porter. C'est-à-dire quand on est un héros, on ne se plaint pas. Si on a des angoisses et si on n'est pas bien, on ne doit pas le montrer parce qu'on est un héros. Et je pense que ça, à long terme, ça risque d'avoir un impact dans l'après. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il faut vraiment être très attentif et on devra vraiment être extrêmement attentif sur l'impact dans l'après de cette période-là. Parce que les gens s'épuisent,
ils s'épuisent, mais ils continuent quand même d'y aller parce qu'ils se sentent investis d'une mission encore plus grande qu'habituellement, que de soigner des gens, que de les protéger, etc., etc. Tu vois? Alors justement, en fait, tu me fais très bien la transition avec, je dirais, la dernière partie de cet entretien que j'ai résumé sur cette diapositive avec et maintenant, c'est quoi la suite? What's next? Parce que les collègues virologues, les spécialistes d'épidémiologie de santé publique nous Mhm. apprennent, et on a envie de les croire, qu'une épidémie, ça finit par s'arrêter. Et heureusement, parce que sinon, c'est catastrophique. Bien sûr. Et une fois que tout cela va s'arrêter et que je dirais, on va essayer de retrouver un rythme différent de cet état d'urgence que tu décris, de cette mobilisation continue, permanente, où effectivement on ne peut pas se plaindre, on a juste, on fait le job, comme on dit. C'est quoi la suite? Qu'est-ce que tu anticipes? Qu'est-ce qu'il faut préparer ou pas? Ou finalement tout va rentrer dans l'ordre facilement, tout seul? Enfin, c'est compliqué parce on sait quand ça a commencé, on ne sait pas encore quand ça va finir. Tu sais, c'est un peu comme nos malades, hein. Ils savent quand la maladie a commencé, ils ne savent pas quand ça va finir. On est plongé vraiment dans cette incertitude. On a du mal à se projeter, tu vois, dans l'avenir, comme nos malades d'ailleurs, hein. On avance, comme je le disais là au début de mon intervention, à vue. Enfin, c'est vraiment, on avance vraiment à vue, jour après jour, semaine après semaine. Mais s'agissant de cette crise sanitaire, je pense que nous aurons à faire vraiment et à être très très attentifs à l'impact dans la presse, c'est ce que je disais tout à l'heure, de cette crise sanitaire. C'est-à-dire que certaines personnes pourront être aux prises avec ce qu'on appelle un stress post-traumatique. Tu vois, d'avoir tant donné, d'avoir tant tenu, de pouvoir s'écrouler après. Un peu comme nos patients qui, pendant leur maladie, avancent de chimio en chimio, d'étape par étape, d'étape en étape, et qui, après, s'autorisent, j'ai envie de dire, enfin, à se laisser aller et à craquer, comme ils disent, hein, nos patients. Sauf qu'il y a un niveau dans le craquage, j'ai envie de dire. Et les situations de stress post-traumatique risquent de se multiplier. Il faudra donc pouvoir identifier ces patients et les risques pour certains patients qui sont plus fragiles que d'autres. On n'est pas égaux tous par rapport à ça, hein, selon nos fragilités psychologiques antérieures, selon notre histoire de vie, etc. Donc il faudra vraiment, vraiment être attentif à ces traces potentiellement traumatiques de cette crise, parce que beaucoup de personnes vont en sortir totalement fragilisées sur le plan psychologique, familial, mais aussi économique, parce qu'il y a aussi cet aspect-là des choses. On parle de récession. La récession, elle était jusqu'alors murmurée. Maintenant, elle est quasiment actée quand on entend les informations. Non seulement on s'angoisse de la maladie, mais on s'angoisse aussi pour notre devenir économique. Comment je vais payer mon crédit? Comment est-ce que je vais avoir encore du travail, etc., etc. Donc, je pense que les psys, les travailleurs sociaux vont avoir du pain sur la planche, vraiment. Mais alors, ça, ce sont les aspects négatifs, et il est vrai, Oui. je crois que c'est un véritable désastre, je dirais, à différents niveaux. Mais j'ai envie de rester quand même optimiste. Est-ce qu'il y a quelque chose de J'y bien? arrivais. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose de bien qu'on peut tirer de cette épreuve? Alors, déjà, au niveau individuel, je disais tout à l'heure, il y a des gens qui sont extrêmement fragiles. Et puis, il y a des gens aussi qui ont cette capacité, et c'est un terme que tout le monde connaît maintenant, de résilience. Tu sais, cette capacité, alors les tenants de la psychologie positive parleraient de croissance post-traumatique, c'est un autre terme qui parle de résilience, c'est un peu les mêmes, les mêmes concepts, c'est-à-dire de cette capacité qu'ont certaines personnes de se relever d'une situation qui a été difficile, impactante, voire traumatisante.
de cette capacité qu'ont certaines personnes de créer, de recréer de nouveaux fonctionnements, d'aller puiser en eux des capacités, des ressources, mais aussi à l'extérieur, de savoir utiliser les aides extérieures pour se reconstruire. Et ça, vraiment, j'y crois. Et nombre de patients sont capables de ça. Ou s'ils ne sont pas capables comme ça spontanément, les psys, les accompagnants, les aidants seront là pour les aider à aller vers ce chemin-là. Ça, c'est à un niveau individuel. À un niveau plus global, plus général, évidemment que cette crise va nous amener peut-être, j'espère, à penser le monde un peu différemment, à savoir prioriser ce qui est important pour nous. Est-ce que ce qui est important pour nous, c'est de cumuler les choses dans nos maisons, ou est-ce qu'on peut se contenter de moins, mais mieux? Et je pense que le confinement, je pense que cette épreuve qui est la nôtre, que nous partageons tous, va nous faire réfléchir à ça. Et que peut-être on va envisager l'après-Covid différemment. Alors ça, je souhaite de tout cœur que ça se passe comme ça, qu'on puisse créer de nouvelles pratiques, des nouvelles solidarités, parce qu'on en a vraiment besoin dans cette période-là qui est éminemment angoissante, improbable, incertaine aussi, en termes de durée, en termes de temporalité. Je crois que les consciences vont un peu se réveiller. Enfin, j'y crois, moi, à ça. Tu vois, je crois qu'on abordera peut-être les choses un peu différemment et qu'on ne sera pas regagné par notre vie d'avant aussi facilement, je pense. J'y crois. Il faut y croire. Un dernier mot, Yolande, de conclusion pour tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, qu'ils soient médecins, soignants, familles, acteurs de l'industrie, parce que l'IACH a un auditoire extrêmement large et varié dans plus de 100 pays différents à travers la planète. Si tu dois nous donner quelques mots-clés, c'est quoi tes mots-clés pour traverser cette épreuve? Avoir confiance. Prendre soin de soi, ça, mais c'est quelque chose de tellement évident, et de rester en lien les uns avec les autres malgré le confinement, malgré toutes les restrictions qui sont les nôtres actuellement. Vraiment, de continuer de partager, d'échanger. Ce qu'on fait là actuellement, je trouve ça absolument magnifique, toutes ces initiatives qui font que même confinés, on est dans le partage. On est dans l'humanité, dans l'humain. Voilà, ça serait mes mots. Vraiment, merci beaucoup. C'était un échange passionnant. J'ai appris beaucoup de choses et j'espère vraiment qu'on va tirer tous les aspects positifs de cette épreuve et pour construire, c'est peut-être utopique, mais un monde meilleur, pourquoi pas. Donc merci encore Yolande Arnaud pour ton intervention, pour tout ce que tu fais depuis tant d'années auprès des malades ayant des hémopathies malignes graves. And with this, I'd like to thank you all for joining this very special webinar dedicated to the psychological perspectives of this COVID-19 pandemic. And I hope you have enjoyed this intervention. And I can see, this is the problem of the live, I can see Yolande raising her hands. Oui, Yolande. Yeah. Je voudrais ajouter juste un dernier mot. C'est une citation d'un livre de Albert Camus, La peste, écrit en 1947. Je te la lis. Et pour dire simplement ce qu'on apprend au milieu des fléaux, qu'il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à maîtriser. Ce sera le mot de la fin.
Okay, so Yolande concluded with a sentence from the book entitled La Peste by the famous French author Albert Camus. And I won't be able to translate all of it, but I would summarize it by saying there are so many good things to discover in human beings. So let's focus on this. With this, thank you all for your attention. Thank you for your loyalty to the webinars of the International Academy for Clinical Hematology, and hope to see you soon at one of our next webinars. Thank you very much. Bye, take care of you.